Bonjour, pour ce cours en vidéo, je vous propose d'aborder les courants de la sophrologie. Donc les courants de la sophrologie, vous avez déjà une ébauche dans le module de cours. Je vous propose là, avec cette vidéo, d'aller un petit peu plus loin dans ces connaissances et comprendre comment est née la sophrologie et comment ensuite se sont formés les différents courants. Vous retrouverez le fichier en PDF de cette vidéo dans votre session ressources. Donc, comme vous le savez tous, la sophrologie a été créée par le professeur Caicedo, qui est un neuropsychiatre colombien. Le mot sophrologie vient donc du grec, et étymologiquement, la sophrologie veut dire étude d'harmonisation de la conscience. Donc le professeur Caicedo, comme on vient de le dire, est un neuropsychiatre qui travaille en hôpital psychiatrique et qui utilise l'hypnose dans le cadre donc de son travail. Il fonde même, en 1959, la Société espagnole d'hypnose clinique et expérimentale. En 1960, il prend vraiment conscience de la mauvaise presse qu'a l'hypnose, de la connotation péjorative qu'on a de l'hypnose, surtout à cause des phénomènes de foire et de spectacle. Et il crée le mot sophrologie. Sa société espagnole d'hypnose clinique et expérimentale devient d'ailleurs la société de sophrologie. Ce qui veut dire qu'en 1960, le mot sophrologie est né, est mis au point, mais que le professeur Caicedo continue à utiliser finalement l'hypnose sous l'appellation sophrologie. En 1963, il fait la rencontre d'un Suisse dont je vais vous épargner le nom, qui va devenir son élève, et il va découvrir l'importance de la phénoménologie. La phénoménologie, c'est l'observation et la description des phénomènes, de leur expérience, de leur mode d'apparition, considérés indépendamment de toute interprétation ou de tout jugement de valeur. La sophrologie, c'est bien ce qui nous arrive à la conscience, les faits, les phénomènes, les souvenirs, qui nous arrivent à la conscience, sans en interpréter l'origine, le sens ou essayer de tenter une quelconque analyse. On accueille ces phénomènes qui arrivent à la conscience. La sophrologie, et donc le niveau modifié de conscience, le niveau sophroliminal, favorise l'apparition de ces phénomènes. En 1965, c'est-à-dire 5 ans après avoir mis au jour le mot sophrologie, le professeur Caicedo va faire un voyage en Orient et il va s'intéresser aux différentes pratiques comme le yoga, par exemple, qu'il va pratiquer. Il va également s'intéresser au tumo. Au tumo, par exemple, cela signifie chaleur intérieure. Donc ça consiste à distribuer, grâce à des techniques précises de respiration, de relaxation, cette chaleur dans tout le corps de façon harmonieuse. Également, cette chaleur-là va permettre de réveiller, de raviver notre feu intérieur pour se régénérer. On commence donc à avoir là quelques notions philosophiques, si je puis dire, de la sophrologie. Il va ensuite au Japon, où il va découvrir le zazen. Le zazen, c'est une pratique de méditation assise, immobile, qui vise à parvenir à un éveil. C'est-à-dire que là, on sort pour la première fois de la relaxation totalement passive, allongée, les yeux fermés. On est dans les prémices de la relaxation dynamique, c'est-à-dire en conscience. Les aspects philosophiques et religieux sont, dans un premier temps, laissés de côté, et les fondements purs et durs de la sophrologie sont nés avec le lien entre l'esprit et le corps, ce qu'on n'avait pas en hypnose. En 1968, c'est-à-dire 8 ans après la création du mot sophrologie, le professeur Caicedo écrit les 3 premiers degrés de sa méthode. Donc, la relaxation dynamique caïcédienne. Les 3 premiers degrés, et dont le premier est fortement inspiré du yoga. En 1970, arrive le premier congrès mondial de la sophrologie, et en 1974, il commence à y avoir les premières scissions, parce qu'on lui reproche de sortir du champ purement thérapeutique. En effet, jusqu'alors, ces techniques-là, comme la sophrologie, l'hypnose,
n'était utilisé qu'en hôpital psychiatrique. On arrive en 1975, il y a le deuxième congrès mondial de la sophrologie, et en 1977, la Déclaration des valeurs de l'homme. Caicedo présente sa vision de l'état du monde et du rôle de la sophrologie, qu'il positionne davantage comme une idéologie, ce qui va accentuer la scission. En 1985, il y a la présentation de son 4e degré de la relaxation dynamique, qui introduit des valeurs existentielles de l'être. Cela va susciter de nombreuses polémiques, et là, vraiment, on peut parler de complète scission avec ces dissidents. On sort de quelque chose de thérapeutique pour partir dans quelque chose de plus philosophique et spirituel. En 89, Caicedo décide donc de déposer et de breveter sa méthode qui s'appelle donc la sophrologie caïcédienne. Donc la sophrologie caïcédienne est une marque déposée. Le mot sophrologie, lui, est resté dans l'usage courant et du coup, les dissidents ont pu utiliser ce mot sophrologie et le mettre, l'arranger avec leur vision de la chose. On arrive donc vraiment à la naissance des différents courants. Revenons à présent sur le courant caïcédien. Donc le courant caïcédien comporte aujourd'hui 12 degrés de relaxation dynamique. Donc des degrés que vous verrez dans le module 6 en exemple, puisque nous n'allons pas du tout nous servir de ces différents degrés de la relaxation dynamique. C'est une méthode de développement personnel, une méthode certes intéressante, qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. L'inconvénient est la durée. C'est une méthode qui va prendre beaucoup de temps. Finalement, pour schématiser, on va aller faire de la sophrologie caïcédienne pour faire un développement personnel, pour trouver une conscience sophronique, comme on pourrait aller faire du yoga, par exemple. Donc c'est une méthode longue qui est standardisée. C'est-à-dire, vous avez les différents degrés et le sophrologue caïcédien va vous proposer de vivre les différents degrés de la relaxation dynamique. Partant du principe, une fois qu'on a vécu les 12 degrés de la relaxation dynamique, on a une conscience sophronique différente, donc une perception différente du monde qui nous entoure, finalement. Donc, la sophrologie a des influences occidentales et orientales. Occidentale avec l'hypnose, la relaxation, la psychologie, la phénoménologie, et orientale avec le yoga, le bouddhisme, le zen, le taoïsme, par exemple. En 89, la marque Caicedo est déposée. On a la sophrologie caïcédienne de l'autre. Et de l'autre côté, comme on l'a dit, les différents courants de la sophrologie. Donc on va commencer à voir émerger des sophrologies proches de la relaxation, proches de l'hypnose, et également la sophrologie analytique mise au point par le professeur Hubert, qui va être le savant mariage de la psychanalyse et de la sophrologie. On sort de quelque chose de totalement phénoménologique pour partir là dans l'analyse. Nous, on a choisi de se positionner différemment avec un nouveau courant, la sophrologie psychocomportementale, qui finalement va être au carrefour de tous ces courants-là. On va pouvoir utiliser des méthodes découvrantes et des méthodes recouvrantes selon le besoin de notre client. Méthode recouvrante, eh bien, on va venir recouvrir un symptôme, c'est-à-dire poser un pansement dessus, le masquer, l'atténuer. Technique découvrante, on va pouvoir proposer à notre sujet de partir à la découverte de l'origine de cette problématique, par exemple. Même si on utilise une technique découvrante, on n'est pas dans de l'analyse pure et dure comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas analystes, nous n'allons pas interpréter ce que nous dit le client, et ça c'est très important à prendre en considération dès ce module 1. Nous n'interprétons jamais pour l'autre, nous ne savons pas pour l'autre. Nous allons par contre amener notre client à faire ses propres interprétations, à créer ses propres liens pour comprendre. La sophrologie psychocomportementale est donc un outil du mieux-être au service du client. Et là, c'est très important,
car nous avons vraiment là un point de vue différent des sophrologues caïcédiens. Pour eux, la sophrologie est tout sauf un outil. C'est vraiment une méthode à part entière. J'allais dire, peu importe le problème que vous avez, vous allez vivre les degrés de la relaxation dynamique dans l'ordre. La relaxation dynamique, donc ça va être des mouvements lents, codifiés, associés à de la respiration, et ensuite il y a une phase donc de visualisation. Nous allons prôner la boîte à outils. On va se servir de la sophrologie, des différents outils techniques qu'elle propose, pour aider notre client à atteindre un objectif. Donc, on va faire une prise en charge qui sera courte, contrairement à un sophrologue caïcédien. La moyenne, on va se situer entre 8 et 12 séances, sur un objectif. On va prendre en charge notre client sur un objectif précis et concret. On va transformer son problème en objectif. Et ensuite, on va lui proposer des outils pour atteindre cet objectif. La sophrologie psychocomportementale rassemble et intègre les différents courants. C'est une sophrologie qui est ouverte et non cloisonnée, c'est-à-dire que contrairement aux caïcédiens, on réfute l'idée que la sophrologie se suffit en elle-même. On va pouvoir y apporter l'apport d'autres techniques, comme le coaching par exemple, la psychologie, l'hypnose, peu importe. La sophrologie, pour moi, c'est ça, finalement, à l'origine. À l'origine, c'est vraiment le rassemblement de différentes techniques, c'est ce qu'a fait le professeur Caicedo. Pour moi, ça peut pas être cloisonné et fermé, on peut pas dire à un moment, bon, ben c'est fini, on a le droit de rajouter plus rien. Au contraire, c'est ce qui va faire la richesse de la sophrologie et la richesse du praticien. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vous formater, vous donner des recettes toutes faites, parce que ça ne peut pas exister. Ça dépend du besoin de notre client. Et pour ça, on va utiliser nos ressources propres, ce que nous, on va appeler notre identité de sophrologue, c'est-à-dire nos outils de la sophrologie, mais aussi d'autres outils qu'on aurait par ailleurs en amont ou ensuite plus tard, quand vous allez continuer à vous former, à vous perfectionner. Donc toutes les techniques peuvent venir s'emboîter et renforcer la sophrologie, et la sophrologie peut venir renforcer les autres techniques, telle est notre vision. La sophrologie, quand on dit qu'elle est non ouverte et non cloisonnée, c'est-à-dire que vous aussi, quand vous allez sortir de formation, vous allez pratiquer, vous allez être sophrologue, et au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expérience, des connaissances, un savoir-être, un savoir-faire, eh bien vous allez faire évoluer votre pratique, votre technique. Et donc la sophrologie finalement est en constante évolution, et c'est ce qui est passionnant et intéressant pour moi dans notre discipline. La sophrologie psychocomportementale favorise la pratique, l'expérimentation personnelle pour emmener l'individu vers l'autonomie. Je définirai la sophrologie comme un ensemble de principes et d'outils qui permettent la prise de conscience de soi, de ses ressources et de son potentiel. La sophrologie psychocomportementale est une discipline psychocorporelle qui intervient de façon systémique sur les trois plans, corps, émotion, esprit. La sophrologie utilise des états modifiés de conscience pour opérer des changements. La sophrologie permet à l'individu de résoudre ses problématiques et d'atteindre ses objectifs. Voici notre définition de la sophrologie. Le travail que vous avez à faire maintenant, ça va être de mettre au point, de développer, de créer votre propre définition de la sophrologie. Ça paraît tout simple, mais c'est vraiment important. La sophrologie est simple, mais souvent, quand on vous demande qu'est-ce que la sophrologie, eh bien, finalement c'est simple, mais c'est difficile à expliquer. Et c'est important que dès ce module-là, vous puissiez commencer à avoir une définition claire, concrète et précise de ce que vous allez faire ou de ce que vous faites. La sophrologie s'appuie sur 4 piliers, et là, peu importe le courant qu'on utilise, les 4 piliers sont communs
au sophrologue. C'est pour ça que c'est très important, ça va être notre philosophie d'action et on va mettre l'accent dessus dans les modules. Je vous rappelle brièvement les 4 piliers. Donc, on a l'intégration du schéma corporel. L'intégration du schéma corporel, pour schématiser, ça va être comment est-ce qu'on ressent son corps à travers tous nos sens, la représentation de notre corps. Le principe d'adaptabilité, ça va être apprendre au client à s'adapter au changement. Le changement, même si c'est l'état désiré, va demander un effort. Ça demande de faire le deuil de la situation actuelle et de s'adapter progressivement à ce qui se passe lors du changement. Le principe d'adaptabilité, c'est aussi pour le sophrologue, s'adapter à son client et à sa demande. C'est vraiment une prise en charge personnalisée qu'on va construire pour notre sujet en nous adaptant à ses valeurs, ses croyances, son mode de vie et ses besoins. Le principe de réalité objective, ça va être apprendre à arrêter de mettre un jugement de valeur sur tout. Généralement, c'est ce qu'on fait tout le temps dans notre vie. Là, on enlève le jugement de valeur, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il y a un fait, et c'est comme ça. Le principe d'action positive, pour le schématiser, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Quand on est dans notre problématique, quand on a un problème, on est souvent focalisé dessus et il n'y a plus que ça qui existe. On va apprendre à notre sujet, grâce à l'action positive, à sortir de cet état de fait, à voir que le verre n'est pas à moitié vide, mais qu'il est aussi à moitié plein. C'est-à-dire que sans nier la problématique, puisqu'on n'est pas dans le monde des bisounours, on va dire, ok, il y a ce problème-là, mais il n'y a pas que ça. Et on va mettre au point tout le positif qu'on a autour pour se raccrocher, pour créer la motivation, pour que ce soit le moteur pour changer. Je voulais préciser pour la réalité objective, c'est aussi, elle concerne le praticien, le sophrologue. La réalité objective, c'est avoir, pour le sophrologue, pleinement conscience de sa conscience, c'est-à-dire connaître ses atouts, ses compétences, mais aussi ses failles, ses points faibles et la limite de sa compétence. La qualité d'un sophrologue, c'est de pouvoir être au clair avec lui-même et du coup au clair avec ses clients et pouvoir dire oui client, je peux te prendre en charge, non client, ce n'est pas de ma compétence. Soit parce que la problématique est une compétence purement psy, par exemple, ou soit parce que la thématique proposée, abordée par le client, eh bien, me fait trop miroir, fait trop référence à quelque chose de douloureux pour moi qui n'est pas encore travaillé, et je préfère passer la main à un autre praticien. En sophrologie, on va avoir une séance type qui sera tout le temps la même. Ce qui va changer, ça va être l'intérieur de cette séance, la créativité qu'on va mettre, mais pour n'importe quel objectif. Et qu'on soit en groupe ou en individuel, cette trame-là restera tout le temps notre base de travail. On a donc toujours une anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est l'entretien clinique qu'on va avoir avec notre client. La première séance, cette anamnèse va prendre les 3/4 de la séance. C'est qui es-tu client et pourquoi viens-tu? Dans les séances suivantes, il y aura toujours une anamnèse qui sera là beaucoup plus courte et qui sera finalement la mise au point de l'entraînement sophronique qu'aura fait notre sujet. Comment il se sent aujourd'hui, comment est-ce qu'il avance vers son objectif et l'explicatif de la séance du jour. On a ensuite la sophronisation. La sophronisation, c'est l'étape, le processus qui va nous emmener au niveau sophroliminal. On utilise pour ça la relaxation. Le niveau sophroliminal, c'est l'état modifié de conscience, c'est le lâcher-prise, cet espace où tout est possible, cet espace où on ne contrôle plus nos pensées parasites, où la phénoménologie peut intervenir et où nous, sophrologues, on va appliquer nos techniques spécifiques afin d'aider le client à atteindre ses objectifs. On a ensuite la désophronisation, qui sera le retour dans l'ici et maintenant, on reprend contact avec ce qui nous entoure progressivement. Le dialogue post-sophronique, ça va être comment est-ce que le sujet a vécu, a ressenti la séance. Est-ce qu'il y a eu justement de la phénoménologie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues à sa conscience?
C'est également le moment où on va faire l'évaluation de notre séance. Est-ce que par rapport au dialogue post-sophronique, par rapport à ce qu'on a observé, à ce que nous dit notre client, est-ce que l'objectif de notre séance est atteint? Et on a ensuite la prescription de tâches qui va avoir deux volets. La prescription de tâches purement sophronique, où on va renforcer la séance du jour avec des exercices de sophrologie. On va préparer la prochaine séance avec des exercices de sophrologie. Et également, on va avoir un volet de mise en action de notre client en lui proposant des tâches pour qu'il agisse vers un objectif avec une progression, ce qui devrait l'emmener à une autonomie. Le but recherché pour le sophrologue, c'est l'autonomie. C'est que le client n'ait plus besoin de nous le plus rapidement possible. La sophrologie psychocomportementale est donc une approche centrée sur la personne. Le sophrologue va s'intéresser à sa façon actuelle de vivre les choses, ce que la personne ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle souhaite. C'est une approche systémique de l'individu sur tous les plans. Et c'est un accompagnement vers un objectif. Le sophrologue met à disposition une démarche, des techniques, dont chacun pourra user librement en étant toujours l'acteur de son cheminement. C'est-à-dire qu'on va faire une prise en charge sur un problème précis, sur un objectif à atteindre. On va proposer des outils à notre client. Le but, c'est qu'ensuite, il puisse se resservir de ces outils dans une autre situation. Je vous rappelle qu'on n'est pas habilité et qu'on n'est pas formé à proposer un quelconque diagnostic et qu'on ne peut pas prendre en charge des troubles rentrant dans le cadre de la psychopathologie. On ne se substitue ni au médecin, ni au psy. On n'est pas là pour soigner. En sophrologie, on ne soigne rien. On accompagne. Donc, il nous arrive de travailler en équipe pluridisciplinaire avec les médecins, avec les psys. On a notre place à part entière, mais qui n'est pas la place des autres. On est un accompagnateur personnalisé pour permettre au sujet d'atteindre son objectif. Voilà en gros pour cet atelier sur les différents courants de la sophrologie. Merci.